Bonjour. Je suis René Verreault, je suis professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et responsable de la recherche au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, qui est à l'hôpital du Saint-Sacrement, dans le CHU de Québec. Je suis aussi médecin en soins palliatifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. J'ai 15 petites minutes aujourd'hui pour vous présenter un vaste sujet concernant le traitement de la douleur chez les personnes âgées vulnérables. Vulnérables en termes, par exemple, de plusieurs pathologies concomitantes ou avec des atteintes cognitives ou une démence. Je vais surtout me concentrer sur les principes de base du traitement de la douleur par des moyens pharmacologiques, mais on va aussi aborder rapidement les traitements non pharmacologiques de la douleur. Oups. Je n'ai pas appuyé sur le bon. Voilà. Les notions que je vais vous présenter sont issues en grande partie de guides de pratique, dont le plus important est sûrement celui de l'American Geriatric Society, qui, en 1998, avait émis un premier guide qui avait été publié dans le Journal of the American Geriatric Society sur la prise en charge de la douleur chronique chez les personnes âgées, qui a été mise à jour en 2002 et qui a eu une nouvelle mise à jour, mais centrée sur le traitement pharmacologique en 2009. L'American Geriatric Society, dans le courant de cette évolution-là, a plutôt utilisé comme terminologie la douleur persistante plutôt que la douleur chronique, surtout pour éviter un peu les notions des aspects négatifs associés à la terminologie de chronique. Donc, on va plutôt parler de douleur persistante. La douleur persistante chez les aînés vulnérables, je repasse très, très rapidement là-dessus parce que ça fait l'objet d'autres capsules qui sont aussi disponibles sur le site sur lequel vous vous trouvez. Les types de douleurs, des douleurs qu'on appelle nociceptives par rapport à douleurs neuropathiques. Nociceptives, c'est des douleurs qui sont issues de récepteurs de la douleur à travers le corps, qui sont soit viscérales ou musculo-squelettiques, par exemple, alors que neuropathique implique des processus plus du système nerveux central ou périphérique. Par exemple, les causes fréquentes de douleurs, l'ostéoarthrose, les maladies musculo-squelettiques, qui sont typiquement des douleurs nociceptives qui sont fréquentes, les névralgies reliées au diabète, aux zoonoses ou ce genre de pathologies-là qui vont induire des douleurs neuropathiques. Le cancer va souvent aussi impliquer des douleurs qui sont mixtes, à la fois nociceptives et neuropathiques. Ce qui est important à garder en tête, c'est que chez les aînés, chez les personnes âgées, les douleurs sont plus souvent associées à des maladies musculo-squelettiques, moins souvent à des cancers, et les douleurs neuropathiques sont aussi plus fréquentes chez les personnes âgées. C'est un problème fréquent. De 25 à 50 des aînés à domicile, encore plus important en milieu d'hébergement, en CHSLD, en centre d'hébergement et de soins de longue durée. Ça va jusqu'à 80 C'est plus important à mesure qu'on avance en âge. C'est très, très prévalent chez les aînés au-delà de 80 ans et aussi plus fréquent en présence d'atteintes cognitives et de démence. Évidemment, la douleur chronique, la douleur persistante a des impacts significatifs en termes d'accélération de la détérioration fonctionnelle, des problèmes d'anxiété, de dépression, le risque de chute qui augmente, l'isolement social, des troubles du sommeil, globalement une détérioration, en fait, un impact important sur la qualité de vie et aussi des impacts négatifs qui touchent les aidants naturels et les aidants formels en milieu d'hébergement. C'est donc un problème important. C'est aussi un problème qui est sous-détecté, sous-traité, qui est relativement mal pris en charge chez les personnes âgées. Vous voyez, il y a près de 50 des résidents CHSLD chez qui la douleur est peu ou pas diagnostiquée. Une étude montrait, entre autres, que près de la moitié des résidents qui avaient une douleur quotidienne avaient reçu une analgésie dans la semaine précédente. Les
type d'analgésique. Quand les aînés sont traités, souvent le type et la dose d'analgésique est inappropriée ou insuffisant. Pourquoi c'est un problème qui est sous-traité? Bon, d'abord parce que c'est plus compliqué chez les personnes âgées vulnérables. Il y a une prévalence élevée de troubles cognitifs, de troubles visuels et auditifs. Les aînés sont beaucoup plus sensibles aux effets secondaires des médicaments, de l'analgésie, et donc on est plus inquiet d'utiliser une analgésie à long terme, en particulier les opiacés, les narcotiques, on va y revenir. Il y a un problème important de mesure et de détection de la douleur chez les aînés qui ont une atteinte cognitive importante, qui ont du mal à exprimer leur douleur. Et puis, il y a, de façon assez systématique, un manque de formation du personnel et des intervenants sur les problèmes de douleur. Une bonne prise en charge de la douleur implique, évidemment, une bonne évaluation initiale. L'évaluation doit être complète avec une bonne histoire clinique, un bon examen physique, une évaluation cognitive et fonctionnelle, puis éventuellement des examens de laboratoire lorsque c'est indiqué. Il faut utiliser pour mesurer la douleur des échelles d'évaluation. Chez les aînés qui sont cognitivement fonctionnels ou qui ont des atteintes cognitives légères ou modérées, le meilleur outil demeure ce qu'on appelle des échelles d'auto-évaluation, qui sont des échelles visuelles qui permettent de grader l'intensité, la présence et l'intensité de la douleur. Chez les sujets qui ont des atteintes cognitives plus sévères, on est obligé d'avoir recours à des échelles d'observation qui permettent de grader les comportements qui sont suggestifs de douleur chez les sujets. La clé de l'évaluation demeure l'approche interdisciplinaire. C'est essentiel. Il faut impliquer tous les intervenants, en particulier dans les milieux d'hébergement, pour que chacun puisse contribuer à une évaluation exhaustive du problème. Les principes de base du traitement. D'abord, ça paraît évident, mais il faut reconnaître que la douleur est un problème important chez les aînés, centrer ses objectifs de traitement sur le maintien ou l'optimisation de l'autonomie fonctionnelle et de la qualité de vie. Bien prendre en compte l'effet du vieillissement et des pathologies associées qui peuvent influencer l'efficacité puis les problèmes associés à l'utilisation des médicaments. Et puis, surtout, planifier des traitements et avoir un plan de traitement qui soit bien individualisé et bien adapté aux besoins uniques de chaque personne. Pour ce qui est des médicaments, utiliser la voie d'administration la moins invasive. La plupart du temps, ce sera évidemment la voie orale par des comprimés ou des suspensions. De temps en temps, par exemple, en présence de troubles de déglutition, il faudra plutôt avoir recours à la voie sous-cutanée ou par la voie transdermique. Tenter, dans la douleur persistante, d'utiliser une dose analgésique qui procure un soulagement continu, qui soit par des longues actions, par exemple, on va y revenir. Un mot-clé, un axiome clé en gériatrie, start low, go slow, c'est-à-dire commencer par des petites doses, augmenter progressivement de façon prudente et surtout réévaluer très fréquemment pour voir l'efficacité et les effets secondaires qui sont induits par la médication qu'on débute. Déterminer un horaire d'administration qui tient compte des épisodes prévisibles de douleur. Donc, si on est surtout dans un contexte de douleur très épisodique et sévère, on va plutôt avoir recours à des médicaments qui sont d'action courte et rapide, alors que si on a des douleurs persistantes, on va utiliser des médicaments à longue action avec des entredoses pour des accès de douleur en cours de route. Utiliser au besoin des adjuvants et de la co-analgésie, on va y revenir un peu plus tard, et combiner des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques ensemble, quand évidemment c'est possible, selon le contexte. Tenir compte des changements pharmacologiques associés au vieillissement, à l'âge. Avec l'âge, il y a une diminution de la fonction et de l'absorption gastro-intestinale, donc il faut garder ça en tête. Il y a une modification du volume de la distribution
par exemple l'obésité, le rapport masse grasse, masse maigre qui augmente et qui fait que la demi-vie des médicaments qui sont liposolubles est augmentée, la fonction rénale qui diminue, donc il y a un risque d'accumulation de la médication et de l'accumulation de métabolites actifs de la médication, et les risques associés aux effets secondaires anticholinergiques qui sont des effets qui sont fréquents dans les médicaments analgésiques qu'on utilise et qui peuvent amener de la confusion, de l'incontinence et de la constipation. Je vais réviser très, très sommairement les principales classes de médicaments qu'on utilise dans le traitement de la douleur avec les particularités que ça implique auprès des personnes âgées. Le premier qui vient en tête, c'est l'acétaminophène, le Tylenol, qui est souvent la première ligne de traitement qu'on va utiliser pour des douleurs qui sont légères à modérées. Évidemment, pour des douleurs importantes, on va rapidement se rendre compte que ce sera insuffisant. La beauté du Tylenol, c'est que c'est très sécuritaire à utiliser chez les aînés fragiles. Il n'y a pas de risque accru de saignement digestif, à peu près pas de toxicité rénale et cardiovasculaire. C'est efficace et démontré efficace pour l'arthrose, l'ostéoarthrite et les douleurs musculo-squelettiques. Gardez en tête qu'on ne doit pas dépasser 4 grammes par 24 heures. Au-delà de ça, il y a des risques de toxicité hépatique. Mais c'est un médicament de première intention, en particulier pour les douleurs musculo-squelettiques légères à modérées, qui est utile. Les anti-inflammatoires néostéroïdiens, qui classiquement sont décrits comme des médicaments de première intention pour les douleurs modérées, c'est un médicament qui est plus délicat à utiliser chez les personnes âgées fragiles à cause de ces risques associés. Il y a des risques importants de saignement digestif reliés à des gastrites, à des ulcères d'estomac et de duodénum. Il y a des risques aussi importants de décompensation et de complications chez les patients qui ont une insuffisance rénale, une maladie cardiovasculaire ou l'insuffisance cardiaque, surtout quand elle est décompensée. Et ce sont des pathologies extrêmement fréquentes chez les aînés vulnérables. C'est une classe de médicaments qui est plus efficace que le Tylenol, surtout quand la pathologie sous-jacente à la douleur implique un phénomène inflammatoire. Donc, c'est un outil utile, mais plus risqué et plus dangereux chez les personnes âgées. Vous voyez, à titre d'exemple, les anti-inflammatoires sont responsables à peu près du quart des hospitalisations de patients en raison d'effets secondaires de médicaments. Donc, ce n'est pas banal comme classe de médicaments. Pour essayer quand même de pouvoir utiliser, dans certains contextes, cette classe de médicaments-là, on peut contourner en partie le problème des risques en assurant une gastroprotection avec une sorte de médicament qui est une classe de médicaments qui s'appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, genre Nexium, Pentoloc et quelques autres, qui permettent de protéger l'estomac contre les risques de gastrite. En général, chez les gens chez qui on se sent sécuritaire d'utiliser des anti-inflammatoires, chez les personnes âgées fragiles, on va d'emblée ajouter une protection gastrique. Il y a aussi un type d'anti-inflammatoire qui s'appelle les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase. En fait, le principal médicament dans cette classe-là qu'on utilise, c'est le Celebrex, qui est associé à des risques beaucoup plus faibles de saignement digestif, de saignement gastrique, mais il ne faut pas se rassurer complètement sur ce médicament-là parce que les risques associés à l'insuffisance rénale et aux maladies cardiovasculaires, ça demeure absolument inchangé avec ce médicament-là. Les anti-inflammatoires topiques, surtout pour la douleur reliée à l'arthrose du genou, c'est plus sécuritaire, évidemment, que la voie systémique. Ça a été démontré utile à court terme, mais pour l'instant, les études n'ont pas montré d'efficacité à long terme sur une utilisation à plus longue échéance. Les narcotiques, c'est le cœur des outils qu'on a pour soulager la douleur. Il y a différents types de narcotiques, morphine, hydromorphone, oxycodone, le fentanyl transdermique, du ragésique. En gros, l'efficacité est équivalente, à dose équivalente. Il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre.
La méthadone, on n'en parlera pas, c'est un cas particulier que j'ai mis là, mais qui existe, mais qui est plus spécifique à certains contextes. C'est de plus en plus un médicament qu'on va utiliser en première intention chez les personnes âgées fragiles, en particulier à cause des problèmes associés aux anti-inflammatoires, qui sont souvent contre-indiqués. C'est efficace pour tous les types de douleurs, nociceptives et neuropathiques. Pour les douleurs qui sont persistantes, on va avoir tendance à utiliser de la morphine ou de l'hydromorphone en longue action avec des entredoses plus petites entre les doses, qui correspondent à peu près à 10 de la dose quotidienne. Les risques et les effets secondaires des opiacés. Le plus grand risque, le plus grave et le plus craint, c'est la dépression respiratoire. Quand ça arrive, c'est toujours en début de traitement, parce que rapidement, il y a une tolérance qui s'installe et les risques de dépression respiratoire diminuent beaucoup avec le temps. C'est un risque qui est craint, mais qui est trop craint dans un sens, parce que quand on utilise la morphine et les narcotiques de façon adéquate, avec une augmentation très lente et progressive des doses, on n'a pas de problème de dépression respiratoire à peu près jamais. Et quand ça arrive, c'est que les doses ont été augmentées trop rapidement. Et puis quand on est en utilisation chronique, les dépressions respiratoires rares arrivent surtout quand on a augmenté les doses trop fortement. Les problèmes d'accoutumance, d'addiction, c'est aussi un problème qu'on craint beaucoup et qu'on discute beaucoup. C'est absolument rarissime chez les patients âgés qui sont sans antécédents d'abus de substances. C'est un problème qui ne se présente pratiquement jamais en utilisation chronique, de narcotiques. Puis quand on a à sevrer un patient, on y arrive tout le temps et c'est un problème qui se rencontre presque jamais. La constipation, au contraire, se rencontre à peu près tout le temps, au point où, quand on va initier un traitement au narcotique à un patient, on va d'emblée ajouter des laxatifs, tellement on sait que la constipation va se présenter. Nausées, somnolence, c'est un problème qui peut survenir, surtout en début de traitement. Et un peu comme je le disais tout à l'heure, ça arrive surtout quand on augmente les doses trop vite, quand on prend le temps de titrer correctement cette médication-là, le problème survient beaucoup moins et se résorbe la plupart du temps. C'est important d'éviter des nausées parce qu'on voit souvent des patients qui nous disent « Oh non, moi, la morphine, je suis allergique à ça, je suis intolérant à ça, j'ai été malade avec ça. » La plupart du temps, quand on a ces situations-là, c'est que c'est des gens dont l'installation de la médication a été trop rapide. Rétention urinaire, c'est des choses qui peuvent survenir, à surveiller chez les hommes âgés qui ont des problèmes prostatiques. À des doses trop fortes, on peut aussi voir de la confusion, du délirium, des hallucinations visuelles. C'est une question de dosage, et puis quand ces problèmes-là surviennent, il faut plutôt adapter les doses et les réduire. La coanalgésie, c'est le principe par lequel on va ajouter, par exemple, au narcotique, une autre classe de médicaments. Ça va permettre souvent d'améliorer l'efficacité de nos traitements, d'impliquer des mécanismes d'action différents et éventuellement de réduire les doses nécessaires de narcotiques par l'ajout de médicaments qui agissent différemment. Le plus souvent, on va utiliser de la coanalgésie souvent dans les douleurs neuropathiques, aussi dans les douleurs osseuses, mais les douleurs neuropathiques sont tellement difficiles à soulager que souvent, les narcotiques tout seuls, on n'y arrive pas bien et on doit ajouter la coanalgésie. Les principaux coanalgésiques qui sont utilisés dans le traitement de la douleur, les anticonvulsivants, gabapentin, neurontin et prégabaline, Lyrica, ce sont des médicaments qui, à l'origine, avaient été élaborés pour contrer des problèmes de convulsion, mais dont on s'est rendu compte qu'ils avaient une efficacité importante dans les douleurs neuropathiques. Les antidépresseurs, la famille des tricycliques, Elavil, Aventil, et les inhibiteurs sélectifs de la recaptation de la sérotonine et ou de la norépinéphrine, ce sont aussi des médicaments qui peuvent être utiles en coanalgésie pour les douleurs neuropathiques. En particulier,
Ce qu'on dit, c'est des médicaments qui vont être particulièrement utiles quand on est dans un contexte de ce qu'on appelle de l'allodynie, de douleur cutanée à l'effleurement de la peau. Les corticostéroïdes, surtout quand il y a une composante inflammatoire et qu'on ne peut pas utiliser des anti-inflammatoires, par exemple dans les masses abdominales et aussi dans les douleurs osseuses qu'on va pouvoir l'utiliser. Les corticostéroïdes, la cortisone, c'est aussi un médicament qui est très sécuritaire à court terme. À long terme, c'est une autre histoire, mais à court terme, pour casser une douleur inflammatoire, ça peut être utile. Les relaxants musculaires qui peuvent être utiles dans certains contextes plus particuliers, qu'on utilise moins en gériatrie, souvent à cause des effets secondaires aussi qui sont associés à ces médicaments-là pour les personnes fragiles. Calcitonine et bisphosphonates, ce sont des médicaments utilisés dans l'ostéoporose, mais qui peuvent être utiles pour les douleurs osseuses, principalement d'origine cancéreuse. Je termine avec une nomenclature courte des traitements non pharmacologiques. Même si j'en ai pas beaucoup parlé, c'est important. Évidemment, on l'associe à une médication, à un traitement pharmacologique, lorsque c'est possible. Application de chaleur, de froid en physiothérapie, un souci d'un bon positionnement et d'une mobilisation bien adaptée avec des appareils adaptés, l'accompagnement psychologique, des massages, les soins des pieds, l'acupuncture, des ultrasons, l'exercice modéré, la musicothérapie, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être essayées, qui ont démontré une certaine efficacité en association avec la médication. Évidemment aussi, quand la personne est capable de contribuer, de participer à... il y a aussi la possibilité d'hypnose, de thérapie comportementale, de relaxation. En résumé, pour les personnes âgées vulnérables, surtout avec atteinte cognitive, il est important de reconnaître que la douleur est un problème prévalent, important, de rechercher systématiquement la présence de signes de douleur, de traiter adéquatement avec une bonne analgésie et aussi des traitements non pharmacologiques lorsque c'est possible, toute douleur suspectée, de tenter un essai analgésique thérapeutique une analgésie thérapeutique lorsque une douleur est suspectée, connaître et reconnaître les effets secondaires, surtout ne pas laisser la crainte des effets secondaires freiner les efforts de soulagement. Souvent, on se dit « Oh, les personnes âgées sont fragiles, on va être prudent », puis on va plutôt diminuer leur qualité de vie en maintenant une douleur qui pourrait être soulagée autrement. Et combiner les traitements qui sont à notre portée. Voilà, je vous remercie beaucoup.